Octobre 1971. Steve Jobs a 16 ans, il est chez ses parents en Californie et il reçoit un appel un peu particulier de Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'est un ami qu'il a rencontré au lycée et à qui il fondera Apple quelques années plus tard, rien que ça. Ils se sont rencontrés plus précisément au Homebrew Computer Club, qui est un club d'informatique assez mythique de la Silicon Valley. Ils sont tous les deux passionnés d'informatique et c'est principalement grâce à ça qu'ils sont amis à la base. Dans cet appel, Steve Wozniak lui raconte qu'il feuilletait un magazine et qu'il a lu quelque chose à propos d'un objet qu'on appelle la Blue Box. Cet article était catégorisé comme une fiction, c'était un article sur un outil théorique qui aurait la capacité d'envoyer une certaine tonalité d'onde dans votre téléphone, brouillerait le réseau et vous permettrait donc de vous connecter à qui vous voulez et où vous voulez dans le monde et surtout gratuitement. Après avoir expliqué tout ça à Steve Jobs, Steve Wozniak ajoute que, et il vous le dira mieux que moi, la suite de l'histoire, vous êtes peut-être en train de l'imaginer déjà, ils se réunissent, créent cette fameuse Blue Box, la vendent, se font une petite fortune avec et créent avec cet argent par la suite Apple. Alors, un peu, mais non. La naissance d'Apple ne touche pas que sur la curiosité de Steve Wozniak et un boîtier créé dans un garage, mais sur un truc beaucoup plus petit, mais vraiment beaucoup plus petit, un sifflet pour enfants présent dans le serial de Quaker Oats. Dans l'extrait de la conférence que je viens de vous montrer, il parle juste après d'un certain ingénieur. Alors, Captain Crunch, de son vrai nom John Draper, son surnom provenait des boîtes de céréales Captain Crunch de la société justement Quaker Oats, car il a découvert qu'avec très précisément ce sifflet présent dans les boîtes de céréales Captain Crunch qui était destiné à être un jouet pour enfants, on pouvait faire un son qui a une tonalité très exacte de 2600 Hz. Il faut savoir qu'à l'époque, les lignes téléphoniques n'étaient conçues que pour transporter des flux audio, donc votre voix, vos mots, ce que vous échangez avec votre interlocuteur, mais aussi d'autres données comme le numéro depuis lequel vous appelez, ainsi que le numéro que vous vouliez appeler devait prendre une forme audio, donc des Hertz. Et d'ailleurs pour la petite info, c'est pour ça que quand on appuyait sur une touche, cela faisait un bruit un petit peu particulier car le téléphone enregistrait et envoyait les tonalités à une station de communication centrale où il pouvait les décoder en chiffres et connecter correctement votre appel à la bonne ligne téléphonique. À la fin des années 60, un groupe de hackers ont découvert qu'AT&T, qui est un fournisseur de services téléphoniques, utilisait une certaine tonalité, donc les fameuses 2600 Hz, pour indiquer qu'une ligne téléphonique longue distance était vide. Pour reproduire cette fréquence, ces hackers essayent beaucoup de techniques différentes comme un orgue ou des oiseaux, mais la meilleure technique, ou en tout cas la plus facile à faire, c'est Captain Crunch qui l'a trouvé, avec justement le sifflet présent dans ses céréales. Et c'est à partir de cette découverte que Steve Jobs et Steve Wozniak vont créer leur première entreprise. Pendant leur appel, nos deux amis continuent de discuter de ce fameux article, et Wozniak ajoute Dans la suite de cette conférence, ils racontent qu'ils sont allés à la bibliothèque pour vérifier si les informations du magazine qu'ils avaient lu étaient vraies. Ils cherchent et ils lisent dans un livre, et là, incroyable, les fréquences, les tonalités, tout ce qui est expliqué dans l'article, qui était catégorisé, je le rappelle, comme une fiction, était vrai. Donc ils vont dans leur garage, font des tests, etc., font même en sorte, apparemment, selon la légende, de rencontrer le fameux Captain Crunch, et finalement, la fameuse Blue Box est créée. Alors, concrètement, comment elle marche cette Blue Box ? Très honnêtement, j'ai un peu galéré à trouver les vraies explications techniques. Si vous vous y connaissez et que je fais des erreurs, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, si vous y connaissez et que je dis pas d'erreur, dites-le aussi, ça me rassurerait. Donc, en gros, vous avez Steve Jobs à Los Angeles qui veut appeler Auguste à Paris. Comment l'appel est censé se passer normalement, en tout cas dans les années 70, parce que évidemment aujourd'hui ça se passe plus comme ça. Donc Steve, il tape mon numéro, ça envoie l'info à la centrale locale, qu'on va appeler la centrale locale qui est aux États-Unis à côté de chez Steve. Elle attribue une ligne longue distance inutilisée et établit la connexion avec la centrale près de chez Auguste, qu'on va appeler la centrale distante. Et la centrale distante, elle communique avec moi. Allô Steve ? Ouais, c'est un peu cher les iPhones, non ? Tu trouves pas ? Voilà, c'est censé se passer comme ça. La centrale locale, elle connaît Steve, et les appels longue distance, c'est payant. Donc, elle le facture pour cet appel. Et Steve, ça le saoule un peu de payer pour m'appeler, donc l'astuce est la suivante. Au lieu de m'appeler directement moi, Steve, il va appeler un numéro vert gratuit près de chez moi. La centrale locale ne va donc pas facturer Steve par la suite, car il appelle un numéro vert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, la centrale locale devient passive et n'est plus impliquée activement dans cet appel, car elle a déjà redirigé l'appel. Donc Steve, ce qu'il fait, c'est qu'avant que le numéro vert ne décroche, il envoie le fameux son de 2600 Hz. C'est un signal très particulier qui ne sert que à communiquer sur des lignes longue distance. La centrale locale ne l'interprète pas, car en plus d'être passive, entre Steve et elle, ce n'est pas une ligne longue distance. Et elle envoie les 2600 Hz à la centrale distante, sauf que elle reçoit un 2600 Hz sur une longue distance, du coup, elle l'interprète. 2600 Hz, ça veut dire qu'il a raccroché, donc du côté de la centrale distante, l'appel est fini. La centrale distante coupe la ligne sans rien dire, parce que selon elle, la centrale locale sait déjà que l'appel est fini. Sauf que pour la centrale locale, la ligne n'est pas coupée, personne ne lui a dit. Donc Steve, il tape mon numéro,
La centrale locale envoie les tonalités du numéro sur la ligne longue distance déjà attribuée gratuitement à Steve, la centrale distante l'interprète et m'appelle. Allô Steve ? Et voilà tout le tricks. Et tout ceci est évidemment réalisable avec une simple Blue Box. Nos deux amis raconteront que le soir de sa création, ils se sont amusés à passer des canulars aux quatre coins du monde. Steve Wozniak raconte même avoir utilisé le boîtier pour appeler le Vatican, se faisant passer pour le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, et demande à parler au pape. Informé que le pape dormait, Wozniak perd un petit peu ses couilles et raccroche. Steve Jobs, qui avait déjà un petit peu l'esprit d'un entrepreneur, voit un peu plus loin que juste faire des canulars et décide d'essayer de vendre son nouvel objet. Le problème est, et ça vous l'avez probablement bien compris, c'est complètement illégal. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, ils ont développé une technique pour éviter d'être dénoncés aux autorités. Ils ont fait du porte-à-porte dans les dortoirs de l'université de Berkeley. D'abord, ils prétendent chercher une personne avec un nom inventé qui commercialiserait des boîtiers capables de hacker le système téléphonique américain. Puis, ils déterminent si le potentiel client est plutôt intéressé ou interpellé par cette histoire avant d'essayer de vendre leurs produits. Le FBI s'intéresse bien à ce trafic de Blue Box en Californie, mais ne remontera jamais la piste de Steve Jobs et Steve Wozniak, car pendant leur porte-à-porte, ils utilisaient un autre nom que le leur. Et après être passé tout de même pas loin de la police et la rencontre avec un acheteur armé, Jobs et Wozniak cessent la production. Les chiffres sont peu précis, car un site dit une quarantaine d'exemplaires et un autre dit 200 exemplaires, un site dit 150 et l'autre dit 170 $ à la vente. En tout cas, si on fait la moyenne des deux, ils auraient vendu environ 120 exemplaires à 160 $, ce qui fait quand même un chiffre assez astronomique pour des lycéens de 19 200 $, ce qui est vraiment énorme, hein, vraiment. C'est difficile de dire que c'est le premier, mais c'est considéré comme un des premiers actes de hacking de l'histoire, car à l'époque il y avait quand même très peu d'ordinateurs personnels, c'était vraiment pas répandu, Internet n'existait tout simplement pas, et la seule chose un peu accessible par tout le monde c'était le réseau téléphonique. Donc Steve Jobs et Steve Wozniak sont parmi les premiers hackers illégaux de l'histoire, et c'est assez marrant de le dire. Je vous fais pas un dessin, mais 19 000 $, ça a littéralement tout changé pour les deux futurs fondateurs d'Apple. On peut quasiment être sûr que sans ce petit acte illégal, je sais pas avec quoi vous me regardez actuellement, mais même si c'est pas un téléphone ou un ordinateur Apple, c'est quasiment sûr qu'elle serait pas cette forme. Franchement, vous pouvez en être sûr. Par la suite, vous le savez probablement, il crée Apple en 1976, Pixar en 1986. Rien que ça, hein, c'est des monuments qu'il a créés par la suite et qui reposent en partie sur ces petites boîtes bleues, mais il vous le dira mieux que moi. So we actually, and these were illegal, I have to add, but in spite of that, we were so fascinated by them that Woz and I actually figured out how to build one. We built the best one in the world. It was the first digital blue box in the world. And we would give them to our friends and use them ourselves. And you know, you rapidly run out of people you want to call. But it was the magic of the fact that two teenagers could build this box for $100 worth of parts and control hundreds of billions of dollars of infrastructure in the entire telephone network in the whole world, from Los Altos and Cupertino, California. That was magical. And experiences like that taught us the power of ideas, the power of understanding that if you could build this box, you can control hundreds of millions of dollars worth of telephone infrastructure around the world. That's a powerful thing. And that, if we hadn't have made blue boxes, there would have been no Apple.